On les désigne, souvent par facilité, comme populaires ou sensibles. Les quartiers, ces grands ensembles hérités des années 60 et 70, souvent au cœur de l'actualité avec ce reproche adressé aux médias par les habitants de ces quartiers eux-mêmes. Vous ne venez nous voir que lorsque ça va mal. Alors aujourd'hui, on a choisi de poser nos caméras au cœur de ces quartiers, ici à Nantes, mais aussi ailleurs dans la région, pour comprendre la vie de ses habitants sans actualité particulière. Pas de meurtre sur fond de trafic de stupéfiants, pas de voitures ni de commerces brûlés dans ces émeutes urbaines. Juste l'envie de donner la parole à cette majorité silencieuse, les habitants de ces quartiers eux-mêmes, pour comprendre leur vie, leurs difficultés, mais aussi leurs réussites et leurs espoirs. Pays de la Loire, au cœur des quartiers, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. Et pour débuter cette émission, direction Saint-Nazaire et l'un de ces quartiers Préségat des Tours, en périphérie de la ville. Loin de tout, diront certains, avec pourtant, entre les habitants, une réelle solidarité grâce notamment au local, un espace de vie sociale au cœur du quartier. Un petit monde à part, séparé du reste de la ville par la ligne de chemin de fer. Voilà Préségat, quartier enclavé. Mais pour ses habitants et les autres, il y a le local, un pôle associatif bourré d'énergie qui carbure à la solidarité. L'atelier Fléchette, par exemple, est l'occasion d'un joli remue-ménage intergénérationnel. Ça fait bouger les anciens, ils sortent le soir, ils voient du monde, ils sont contents quand ils rentrent chez eux. Ça fait chaud au cœur de voir des choses comme ça aussi, c'est vrai. Chantal, 70 ans. Elle vient ici tous les jours. Ah bah non. Moi, c'est le local qui me fait pas vivre, mais tout comme quoi. Et tu fais un beau dessin, d'accord? Et ce soir, tu feras voir à papa, tu as fait un beau dessin. S'il n'y a pas le local, on va s'ennuyer. Si on n'a rien, ben tout le monde va s'ennuyer. Comme ça, ben, le local, on nous fait vivre, on nous fait découvrir des choses. Là, je viens de découvrir pour jouer aux fléchettes. On découvre autre chose. C'est très bien. Ça lui remonte le moral, ça lui fait du bien de voir du monde aussi. Hein. Ouais. Elle n'est pas toute seule chez elle à rien faire, donc non, ça lui fait du bien. Plus d'1 millier de personnes poussent la porte de l'association chaque semaine. Pour l'ambiance, pour l'entraide aussi. CV, lettres de motivation, démarches auprès de la CAF, dossiers de surendettement. Il y a toujours une bonne âme pour vous donner un coup de main. Bah, on essaye, de toute façon dans notre quotidien on est spécialiste en tout. Je pense qu'on a tous galéré, enfin bref, donc on se démerde comme on peut et ici on essaye d'aider les gens qui ne comprennent pas forcément le français ou qui ne sont pas doués avec la paperasse. Donc on les aide pour s'en sortir quoi. Ça voudra dire que ces 2 bancs-là, il faudra les mettre par là. La présidente est sur tous les fronts, mais elle peut s'appuyer sur une quinzaine de bénévoles très investis. C'est une grande famille. Franchement, tout le monde s'entend bien, on peut rigoler de tout et de rien. Je suis née ici et je suis partie il y a bientôt 5 ans. Donc ça fait 31 ans. Et alors, expliquez-moi, ça a été douloureux de quitter ce quartier? Ah bah c'est toujours douloureux. C'est pour ça qu'on revient. C'est tout à fait pour ça. On revient parce que le quartier nous manque. Ce qu'on voit vient peut-être des fois déformé, est peut-être déformé par nos pensées. On a des filtres devant les yeux qui nous amènent à voir les choses, mais ce n'est peut-être pas la vraie réalité. Parfois, c'est la tempête autour du local, mais le local, il est là. Comme un refuge, comme un temple. Allez, on se pose en milieu de journée, les bras le long du buste, les paumes de main tournées vers le plafond. Les bénévoles qui sont ici, coûte que coûte, ils tiennent, ils défendent leurs convictions, ils vont défendre les valeurs sociales, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité, etc., etc. Donc il faut que ça... faut continuer. On m'a dit, il n'y a plus de place, place, place. Et si on prend des coups. Enfin, on m'a dit, il n'y a plus de place, mais je vois la place pour tous. Si on prend des coups, ce sera des coups de pouce. Agis avec ton cœur, que tu sois jeune ou vieux. On vivra mieux avec une chaise pour deux. Chaque fois que je mène des ateliers,
que je fais un concert, un événement, j'en ressors grandi. Parce que j'apprends d'eux, ils apprennent de moi. Soyons pas, surtout pas des ennemis, oui, il y a de la place. On vient de là-bas, d'ailleurs d'ici, oui, il y a de la place. Soyons pas, surtout pas des ennemis. Il y a peu, mais il y a beaucoup. Voilà, il y a peu de structures culturelles, je dirais, mais il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de sourires, beaucoup de partage. Et pas besoin d'être du quartier pour l'avoir là, tatoué dans le cœur. Savoir écouter les besoins des gens, chercher des solutions pour améliorer la vie de chacun. C'est un beau programme. Véronique suit au sein de l'association les ateliers d'écriture et de sophrologie. Sa soif de pouvoir. Elle réside à l'autre bout de la ville. Mais elle ramène son sourire à Prézéga tous les jours. Ceux qui le sont déjà, c'est la maison. On ne se connaît pas, mais on se connaît. On dit bonjour à tout le monde et puis il y a... Enfin, moi, je m'y sens bien. Ça fait 3 ans que je viens là et je m'y sens très bien. Prézéga, il faut en parler en positif. Arrêtons de parler de Prézéga en négatif. Déjà qu'on est enclavé et oublié par la mairie. Donc si on dit Prézéga, Prézéga, on bombarde Prézéga. Des préjugés. Moi, habitant Prézéga, on m'a demandé si j'avais un passeport pour venir à Prézéga. Donc stop, quoi. Arrêtons les conneries. Prézéga, c'est mon quartier. Prézéga, on se connaît. C'est la mixité, c'est les joies, les enfants, les anciens. Les vieux, les moins vieux, les plus jeunes, les black blamber, voilà, peu importe. Il y a des Zidane, des Ronaldo, il y a des princesses, des loups afro. On nous entend jusqu'à Monaco, nous on brille les versos. C'est mon quartier, c'est Prézéga, comme l'arc-en-ciel, les colorés, la peine n'est pas loin, tout dans la gare, on sait faire la fête et se mélanger. On a le débit depuis le début, il n'y a pas de débat, on marque le début. L'amour, l'amitié, le respect comme base, on garde le sourire à sa nage. Bonjour Youssef. Bonjour Mathieu. On se trouve devant un autre espace de vie sociale, cette maison de quartier des Dervalières à Nantes. Tu as 18 ans, ça fait 10 ans que tu habites ici aux Dervalières, dans ce qu'on surnomme le building, cette barre violette connue de tous les Nantais, devenue l'un des principaux points de deal de la ville. Quand tu discutes avec des gens et que tu leur dis que tu viens des Dervalières, quelle est leur réaction? La première réaction des gens, c'est l'étonnement, voilà, et la stupéfaction. Le fait d'avoir en face de soi une personne qui vient d'un quartier gangréné par la violence et la drogue. Donc il y a l'étonnement. Ensuite, il y a une phase un peu de fascination. Et plus du côté des gens qui viennent du centre-ville, ce genre de choses, fascinés par la drogue, la violence, etc. Fascination que toi, tu n'as pas du tout? Non, que moi, je n'ai pas et que les habitants de quartiers sensibles n'ont pas du tout. Puis après, ça passe par une phase de compassion. Ce quartier des Dervalières, on imagine que tu l'aimes, hein, c'est là où tu as grandi, mais est-ce que tu te vois le quitter un jour? J'y ai grandi. Et je l'ai aimé quand j'étais jeune, voilà, les souvenirs d'enfance. Tu as 18 ans et tu en parles déjà au passé? Oui, ça fait bien longtemps. Et oui, donc là, les souvenirs liés au foot, voilà, aux sorties avec mes amis au quartier, etc. Donc ça, c'est des bons souvenirs. Mais quand on grandit, on se rend compte que c'est pas forcément un avenir de grandir dans ces conditions-là. Ça fait un peu tâche sur le CV. Voilà, sociologiquement, voilà, les études vis-à-vis de la discrimination à l'emploi, au logement, etc. Ça montre bien que c'est un facteur, voilà, de discrimination, le fait de venir d'un quartier sensible. Est-ce que tu as le sentiment de grandir ici plus vite qu'ailleurs? Oui, un peu quand même, parce qu'on est tout de suite confronté aux difficultés de la vie. Voilà, savoir ne pas tomber dedans, savoir s'écarter des mauvaises choses. Donc lui, forcément, on acquiert un peu un diplôme de l'immunité face aux dangers, face aux mauvaises influences. Où est-ce que tu as trouvé cette force de caractère pour dire je ne touche pas à ça? Moi, c'est plutôt ma mère. Ma mère qui a été, pas dans un discours forcément très autoritaire, mais c'est plus dans la discussion. Donc moi, j'ai eu cette chance-là, voilà, que ma mère m'explique, à travers des discussions décontractées finalement, hein, pas forcément un rapport d'autorité. Et donc je pense que ça m'a aidé aussi à avoir une forme de limite dans le fait d'agir et de faire ces actes de délinquance. Donc moi, je dirais merci à ma mère. Il y a aussi beaucoup de richesse humaine. C'est une réalité pour toi? Oui, ça s'observe quand il y a des coupures de courant, ce genre de choses. Les voisins de bâtiments aussi parfois s'entraident avec de l'eau, chauffer de l'eau, ce genre de choses. Donc forcément, ça favorise le lien humain. Et aussi quand il y a des événements culturels.
ça fédère tout le quartier en fait. Je pense aux terrains de foot ou aux événements voilà, par rapport à des concerts, ce genre de choses. Tu sais, il y a souvent ce discours de la part de certains jeunes de quartier qui disent en gros, on n'est pas mélangé au reste de la ville, on est tout le temps dans notre quartier, ils ne veulent pas de nous, Ouais. ils, je veux dire l'État, la France de manière générale. Un discours un petit peu de victimisation, Oui. entre guillemets. Quel est ton regard par rapport à ça? Humainement, moi, je le comprends. Voilà, faisant partie de ces gens-là, je comprends parfaitement quand on a des regards un peu et des discours qui forcent l'entre-soi, finalement. Voilà, l'exclusion de la société, les stéréotypes, etc. Donc je comprends, dans un premier temps, ces réactions-là. On peut avoir ce réflexe-là. Oui, voilà. Puis dans un deuxième temps, je leur dirais quand même qu'il faut savoir rêver, oser. Il y a une expression, briser le plafond de verre. Voilà, c'est clairement ça, en fait. C'est savoir oser et oublier un peu les stéréotypes que les gens mettent sur nous, aller au-delà de ça. Et pas rester dans une forme d'entre-soi qui amènerait un peu aussi la violence et pas quelque chose de bénéfique pour notre avenir, finalement. Tu es très investi dans la vie lycéenne, tu fais partie de la Maison des lycéens et tu as été reçu en mars dernier au ministère de l'Éducation nationale par la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Tu veux faire des études de droit l'an prochain, comment tu vois ton avenir? Ce que je veux faire plus tard, c'est un peu flou. J'espérais trouver ma voie dans la fac de droit à travers les options, peut-être l'international, le droit international, je ne sais pas trop encore. Et j'espère pouvoir affiner mes passions pour la science politique à ce moment-là. T'as envie de voyager aussi? Oui, c'est ça. J'espère faire des échanges avec d'autres facs dans d'autres pays, ce genre de choses, pouvoir voyager, voir d'autres cultures, d'autres systèmes aussi, judiciaires, culturels, sociaux. Eh bien, bonne route, Youssef. Merci. Et on va justement s'intéresser à la question de l'emploi dans ces quartiers où le chômage est 2 fois plus élevé qu'ailleurs. Face à ce constat, depuis 10 ans, à Angers, la Fondation des apprentis d'Auteuil accompagne des jeunes au parcours de vie souvent difficile. On dit après la pluie vient le beau temps. Pour moi, c'est après le beau temps que vient la pluie constamment. Juste quand tu respires, que tu crois que c'est fini, la tempête revient, plus sourde, plus fine, plus infinie. J'avance, même brisée, même sans lumière au bout, parce que tant que je respire, j'abandonne pas, je tiens le coup. Et dis-toi que ces mots-là, plein de gens vont les penser, vont se retrouver, ils vont se dire « Ah ouais, mais moi aussi, j'ai vécu ça ». Un slam pour trouver sa voix, lorsque l'enfance a creusé les silences. Un atelier pour aider ces jeunes éloignés de l'emploi à renouer avec la confiance. Dans le quartier populaire angevin où elle a grandi, Gladys a subi le harcèlement. Des fois, c'était carrément la violence physique. J'ai déjà été frappée. Comme tous les enfants de cet âge, c'est t'inquiète, je recommencerai pas. Et puis au final, ça recommence. C'est un cercle vicieux, quoi. Le contact avec les gens, c'est un peu plus compliqué quand on a connu ça, quoi. J'aimerais bien avoir une vie sereine, paisible, sans personne pour les juger ou autre. À La Roseraie, au sud d'Angers, un habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Dans ce quartier où le chômage dépasse par endroits les 40%, Nour est arrivé de Somalie à l'âge de 17 ans. Passionné de football, le jeune homme a rapidement jonglé entre les petits boulots, intérimaire, ouvrier, préparateur de commandes, mais son rêve est ailleurs. Quand tu ne parles pas français et tu n'as pas de diplôme et tu n'as pas le permis, c'est difficile à trouver travail. Du coup, peut-être c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler les intérimaires et tout. Donc là, j'ai besoin d'avoir un diplôme pour travailler le métier que j'aime. Trouver le métier que l'on aime en étant accompagné pendant plusieurs mois. Gladys, elle, a découvert sa vocation en mettant la main à la pâte. Un stage obtenu en boulangerie, très loin de ses études en sciences. Mais à 22 ans, pour la première fois, la jeune femme parvient à se projeter. Ça fait du bien un peu à notre esprit, on se sent plus apaisé, on se sent plus heureux. Ça permet de m'occuper l'esprit et puis de me dire que je sers à quelque chose, quoi, tout simplement. Son patron emploie déjà plusieurs jeunes issus des quartiers populaires. Et le fait de retravailler? C'est mieux que de rester assis sur une chaise. Peu importe l'origine de la personne, du moment qu'il y a l'envie de travailler, c'est tout ce qui m'importe. Si je peux donner le goût du travail, en tout cas le goût et l'amour de mon métier, j'hésite pas une seconde. Et si j'ai le retour en face,
c'est du bonheur. C'est absolument fabuleux. Comme une passerelle entre les jeunes décrocheurs et les entreprises, ce programme de la Fondation des apprentis d'Auteuil les forme aussi au savoir-être et à la gestion des émotions, avec à la clé pour Nour une alternance décrochée dans le commerce. Tu as postulé sur des offres d'emploi et tu es en train de planifier tes projets et de mettre en place un plan d'action. Si tu n'as pas confiance de moi-même, bah, en fait, je ne pourrais rien faire. Mais là, ça va mieux, c'est mieux qu'avant en fait. Pour moi, mes rêves, c'est être patron, travailler et créer une petite famille et tout. Voilà. Il faut du temps pour redécouvrir ses rêves, justement, s'autoriser à rêver, ça c'est sûr qu'il faut du temps. Et puis la société, elle prend du temps aussi, parce que pour trouver un logement, c'est aussi du temps, pour trouver un emploi, pour trouver une formation, donc tout est du temps, ouais, c'est évident. Donc il faut ce temps, et puis c'est le temps de la confiance, ouais, que ça se mette en place. Comme Nour et Gladys, plus de 300 jeunes ont été accompagnés par ce programme angevin depuis 10 ans. La majorité a retrouvé un emploi ou une formation à la sortie. Bonjour Farid Abdelkrim. Bonjour Mathieu. Vous avez été l'un de ces jeunes originaires de quartier. Alors vous, ce n'était pas à Angers, c'était le quartier Bellevue, à Nantes, comédien, homme de théâtre et écrivain, ancien membre des Frères musulmans. On va en parler bien sûr dans un instant. Merci de nous accueillir ici, sur cette scène de la salle Coligny à Nantes, où vous avez joué votre dernier spectacle, votre dernier seul en scène, un spectacle baptisé Allahu Akbar, vive la République, un titre qui interpelle. Quel est votre message derrière ce titre ? Alors Mathieu, la bonne prononciation, c'est avec le R roulé. Allahu Akbar, vive la République. Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Bien, c'est ce que ça veut dire exactement. Dieu est plus grand, c'est le sens de cette parole, qui est une parole malheureusement prise en otage par un certain nombre de personnes qui voudraient se l'approprier, en faire une parole de guerre, alors que c'est une parole de paix, une parole d'humilité, une parole d'amour. Et donc, cette parole, ou ce titre, Allahu Akbar, vive la République, c'est ce que je suis, moi, c'est-à-dire quelqu'un de tradition islamique et profondément républicain. Et Allahu Akbar et la République, ça va ensemble, c'est compatible, ça marche. Eh ben on va regarder à quoi ça ressemble avec cet extrait. On se retrouve juste après. Moi, mes deux cultures à moi, elles sont en compète sans arrêt. Et il n'y en a aucune qui peut se laisser dépasser. Elles sont toujours en compétition. Tenez, là, je joue le spectacle en français. Dès que je termine, il faut que je le joue en arabe à la virgule près. Je peux vous dire que vous n'êtes pas sortis ce soir. Moi, des fois, je me dis comme ça, j'aimerais bien qu'un de mes gosses reprenne une de mes blagues. Et puis qu'ils disent au public, calmez-vous, c'est pas de moi, c'est de Farid Abdelkrim, dit Farid Abdelkrim, comédien, français, fils de parents immigrés algériens. Français, fils de parents immigrés algériens. Farid Abdelkrim, je le disais, vous avez grandi dans le quartier Bellevue, à Nantes. Est-ce que, selon vous, les difficultés, notamment sociales, de ces quartiers influent sur la pratique religieuse ? Sans aucun doute, je pense que là où on a grandi, quel que soit l'endroit où on grandit, ça va avoir une influence dans notre rapport à la religion, mais dans notre rapport au monde en général. Mais je pense que chacun, dans sa singularité, va développer un rapport particulier à la religion. Et chacun arrive à l'islam, pour ne parler que de cette religion, par l'histoire qui est la sienne. Donc le quartier va y participer. Mais de là à vouloir faire une règle et penser que parce qu'on vient de tel territoire, on aurait telle manière d'aborder ou d'entrer dans la religion, je pense qu'on peut pas comme ça faire de généralité. Ça me semble être... voilà, il faudra apporter un peu plus de complexité, un peu plus de nuance sur un sujet comme celui-là. Pendant de nombreuses années, vous avez été membre des Frères musulmans, cette confrérie islamiste originaire d'Égypte, au cœur de l'actualité récente, avec un rapport remis au gouvernement, un rapport dénonçant l'entrisme et le séparatisme des Frères musulmans. Qu'est-ce qui vous a fait les quitter, ces Frères musulmans ? Alors j'ai quitté les Frères musulmans pour une raison très simple, c'est qu'avant d'y entrer, j'idéalisais la boutique, j'idéalisais la confrérie.
Et dès que j'y ai mis les pieds, j'ai découvert l'envers du décor, c'est le cas de le dire. Il y a 3 choses qui motivent les frères musulmans, comme beaucoup d'êtres humains sur cette planète: le pouvoir, l'argent et le sexe. Voilà 3 éléments que moi je découvre en entrant chez les frères musulmans, alors que je pensais qu'on était là pour servir Dieu et servir les hommes. Au final, je me suis rendu compte qu'on était plus là pour se servir de Dieu, pour mieux se servir des hommes. Le rapport dénonçait la volonté d'islamiser la société française. Vous confirmez que c'est bien le projet des frères musulmans? Oui, effectivement, l'idée c'était d'islamiser la société française, d'en faire une république islamique, et ensuite d'islamiser la planète entière. C'était ça le but des frères musulmans. C'est une grosse connerie parce que quand on lit le Coran, il est écrit noir sur blanc que ce n'est pas même la volonté de Dieu que tous les hommes soient croyants et musulmans. Nous, on voulait quelque chose qui va à l'encontre de ce que dit le Coran, et donc pour ceux qui y croient, la parole de Dieu. Farid, vous me disiez avoir invité plusieurs de ces jeunes à venir vous voir ici sur scène. Peu ont répondu à l'appel. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ces jeunes ont parfois du mal, ne serait-ce qu'à sortir de leur quartier? Ce sont des jeunes qui ne vont jamais au théâtre. Donc les inviter à venir au théâtre, encore faudrait-il qu'ils aient les codes et qu'ils aient envie de venir. Donc c'est toute une démarche qu'il faut apprendre à avoir. Et je pense qu'on apprend ça très petit. Quand on ne l'a pas eu tout petit, bah, c'est un problème. C'est pour ça que moi je pense que si eux ne viennent pas au théâtre... C'est au théâtre de venir à eux. C'est au théâtre d'aller chez eux et d'aller les rencontrer là où ils se trouvent. Moi j'ai pu jouer mon spectacle en prison, j'ai pu le jouer dans des collèges, dans des lycées. Le public il est présent. Et donc, on joue le spectacle. Les spécificités particulières me concernant, c'est que quand je termine mon spectacle, il y a un débat. Vous parliez d'identité. Ces jeunes qui sont français vous disent parfois « je me sens plus algérien ou sénégalais, le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents, que français ». Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord que c'est très paradoxal parce qu'il n'y a pas plus français qu'eux, culturellement parlant. Il suffit de les voir quand ils sont à l'étranger. Ce sont de véritables Français. Ils savent râler comme les Français, ils ne sont pas contents comme les Français, ils ont besoin que ce soit organisé comme ils l'ont en France. Et pour moi, qui suis d'origine algérienne, dès que j'arrive en Algérie, il faut que j'apprenne à changer de logiciel. L'Algérie, ce n'est pas la France. Donc le mode de fonctionnement, ce n'est pas celui de la France. Mais en même temps, j'essaie de les prendre au mot. Je leur dis, mais écoute, qu'à cela ne tienne, si tu ne te sens pas français, si tu ne te sens pas bien en France, pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu quittes pas la France? Alors, je le dis comme ça, c'est un petit peu de la provoque. Mais je pense que derrière, ce qui est présent, c'est un véritable malaise. Comment aujourd'hui, 3e, 4e, 5e génération issue de l'immigration algérienne, marocaine, tunisienne, sénégalaise, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se sentir français? Alors d'un côté, il y a des familles qui véhiculent parfois un certain discours de rejet de la France, d'une certaine France, et de l'autre côté, il y a des hommes politiques, certains médias, qui font entendre à ces jeunes gens qui ne sont pas tout à fait français. Et moi, mon boulot, c'est effectivement de leur dire que être français, c'est exactement la même chose qu'être algérien. Il n'y a absolument aucun mal à ça. Il n'y a pas de contradiction entre être français et être musulman. D'ailleurs, ils n'ont pas choisi de naître algérien ou marocain ou tunisien. On est là où on est. La France, c'est un pays, je pense, et c'est un des messages du spectacle, que l'on doit aimer, et parce qu'on l'aime, il faut essayer de l'améliorer si on considère qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Merci Farid Abdelkrim. Merci Mathieu Guiraud. Des quartiers populaires dont l'architecture évolue, notamment depuis 2004 et la création par Jean-Louis Borloo de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Illustration à Nantes avec 2 quartiers souvent pointés du doigt pour leur insécurité, voire leur insalubrité. Malakoff et Bellevue, 2 quartiers qui ont changé ou sont en train de changer. Mais quelles sont les attentes réelles des habitants? La réponse en images. C'est l'un des éléments majeurs de la transformation du quartier Malakoff à Nantes. Le pont Éric Tabarly, inauguré en 2011, il a permis de désenclaver ce quartier populaire, pourtant situé en cœur de ville. Le fait de voir les bus qui passent avec les gens qui sont dedans, qui s'arrêtent ici, qui changent de ligne parce que ça permet aussi d'aller vers d'autres secteurs de la ville, vous voyez bien qu'en fait ça change complètement. Donc il s'agissait aussi de démolir un certain nombre de segments d'immeubles, peut-être pas d'immeubles entiers, de segments d'immeubles dans pas mal de cas, de manière à ce que le fait de pouvoir circuler dans le quartier soit normalisé, soit aussi normal que possible. Car Malakoff fait partie de ces quartiers détruits par les bombardements qu'il a fallu entièrement reconstruire après-guerre, vite et peu cher. Début des années 70, une cité enclavée entre la Loire et les chemins de fer sort de terre, avec un accès par un seul pont et avec beaucoup d'impasses entre les tours,
Des immeubles constitués à 100% de logements sociaux. Il faut voir que 20 ans en arrière, on part sur un quartier 100% enclavé, 100% logement social, avec un seul bailleur unique. Et donc finalement, tout le monde vit dans ce marigot, voilà, où on vit entre soi. Il aura donc fallu 20 ans pour restructurer Malakoff, améliorer le quotidien des habitants, parfois démunis face aux dégradations et au trafic de drogue de plus en plus violent dans le quartier. Tout a été rénové, repensé avec une architecture sobre, moderne, de nouvelles infrastructures, des écoles, des lieux culturels, une maison de quartier. Quelqu'un qui serait parti, comme je vous dis, il y a déjà au moins 20 ans, reviendrait ici, ce serait un peu perdu. Au moins, il y a des grandes trouées, c'est enclavé, on a une vraie vie. C'est un quartier qui est super agréable. Et, donc, enfin, nous, on est vraiment contents d'avoir les écoles ici, les activités. On a 2 marchés maintenant, alors qu'avant, il n'y avait plus rien. Les loyers et les prix à l'achat sont aussi plus abordables. Une nouvelle place centrale, la place Rosa Parks, a été créée avec des commerces et des services de proximité rentables et pérennes, le tout pour favoriser une certaine mixité sociale. On a vu cette nouvelle population arriver qui n'existait pas avant. Et donc ça fait un peu de lien social, effectivement. Mais alors, la mixité sociale a quand même ses limites. Ça marche, mais il y a encore des progrès à faire, manifestement. Évidemment que tout n'est pas positif et qu'il y a encore des difficultés. La discrimination, par exemple, à l'emploi des jeunes issus qui auraient une adresse à Malakoff continue d'exister, même si elle a quand même un peu reculé. Je dirais quand même qu'on a fait beaucoup de progrès en termes d'émancipation des communautés. Mettre l'architecture au service du social, c'est le nouveau projet d'envergure de Nantes Métropole, avec le Grand Bellevue. Autre quartier prioritaire, à l'opposé de Malakoff, à l'ouest, à cheval sur Nantes et Saint-Herblain. Ces 2 barres historiques ont été détruites pour redessiner la place centrale, la place Mendès-France, et raviver le dynamisme du quartier. L'idée, c'est vraiment que ça soit une place où on retrouve les principaux commerces du quotidien sur un cadre de vie beaucoup plus agréable, avec des espaces publics plus frais, plus verts. C'est aussi d'arriver à faire une lutte de prévention pour que les faits de délinquance soient moins importants et agir sur le plan urbain pour que les espaces soient moins cachés, qu'il y ait moins de regroupements. La transformation est en cours. Sur le papier, les mêmes grands principes de restructuration et d'urbanisation s'appliquent, avec des logements neufs accessibles à de nouveaux arrivants ou pour des premiers achats, des rénovations thermiques, plus de services d'ouverture et de nature, pour un investissement global de 360 millions d'euros. Voilà, exactement. Le projet ambitieux se fait en concertation constante avec les habitants. Un conseil citoyen a été créé. Au MAB, le marché alternatif de Bellevue, 80% des bénévoles sont aussi des bénéficiaires qui habitent le quartier. Tous ont répondu sans détour à un questionnaire sur leur avis et leurs attentes par rapport au projet. Et donc, je voulais savoir, il y a quand même beaucoup de questionnements sur la suite. C'est-à-dire, toute cette rénovation urbaine, ok, ça va être des beaux immeubles, mais c'est pas pour nous. Et puis, il y a des envies. Les gens veulent des lieux pour se retrouver. Aujourd'hui, dans les cafés à Bellevue, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas, non. Déjà, en tant que femme, on ne peut pas y mettre le pied. Femme, non. C'est clair. Oui. Un type café, un type de où ils se ressemblent, ils parlent. Ça change le vie et la sécurité. C'est bien pour ça. Ça fait beau. Il s'appelle Bellevue pour avoir des endroits Bellevue. Au pied de l'un des 10 parcs entièrement réaménagés, le collectif Plan B fait partie de ces tiers-lieux associatifs solidaires, plébiscités par les habitants dans le nouveau projet qui sera totalement achevé d'ici à 2030. Des lieux qui fédèrent l'humain autour de l'urbain.
Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Vous êtes bien sûr ancien Premier ministre, ancien maire de Saint-Herblain et de Nantes. Merci de nous retrouver ici, justement, à la frontière de ces deux villes, Nantes et Saint-Herblain, devant cet immeuble emblématique, le Sillon de Bretagne, 123 mètres de haut, 1 km de long. Un immeuble que vous connaissez très bien. Vous y avez vécu 6 ans dans les années 70. Et justement, on va vous retrouver en 1977 avec cette archive 1977, année où vous devenez maire de Saint-Herblain. À l'époque, vous étiez très critique envers l'architecture de ce Sillon de Bretagne. Je suis hostile à ce genre de construction et en tout cas de concentration urbaine. Le Sillon de Bretagne, c'est 4000 habitants, un seul immeuble, 30 étages. Et je crois que c'est un véritable scandale. Mais ce qui est en cause, c'est finalement toute une conception de l'urbanisme. C'est non seulement le Sillon de Bretagne, mais c'est toutes ces grandes banlieues dortoirs. Jean-Marc Ayrault, est-ce qu'avec les années, votre regard a changé sur cette architecture si spécifique des années 70 ? Il n'a pas vraiment changé fondamentalement puisque, en fait, cette architecture, elle a conduit la mairie de Saint-Herblain, moi-même comme maire, puis mon successeur Charles Gauthier, à restructurer en profondeur cet immeuble 2 fois. Pour l'humaniser en quelque sorte ? Bah oui, oui, oui. D'ailleurs, vous voyez, quand on regarde la tour, là, vous voyez la partie noire, c'était les cages d'ascenseur qui étaient là, c'était les uniques cages d'ascenseur. Et de l'autre côté, vous voyez des tubes, et ces tubes, ce sont de nouvelles cages d'ascenseur qui ont été ajoutées, parce qu'avant, on rentrait par le centre, puis après, on a accédé à son logement à travers des coursives, souvent très sombres. En termes de lien social, justement, quels souvenirs gardez-vous de vos 6 années passées ici ? La richesse de cet immeuble, c'était d'abord ses habitants, d'origines souvent diverses, de nationalités très différentes, mais en même temps qu'il y avait un vivre ensemble. Lorsqu'il y avait la fête de l'Aïd, on participait tous au repas. Lorsque c'était la fête des Portugais, la fête du petit cochon, on était tous là. Il y avait une vie collective. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Je pense que, globalement, il y a une vie sociale assez forte, avec une vie associative. Il y a un centre socioculturel, une maison de quartier, des actions pour l'emploi, etc., etc. Mais il y a une dégradation sociale. Il y a une paupérisation réelle, qui n'est d'ailleurs pas un phénomène spécifique au Sillon de Bretagne, mais qui est quand même plus importante au Sillon de Bretagne. Aujourd'hui, le Sillon de Bretagne, ce sont 800 logements, propriété d'un bailleur social, près de 2500 habitants. Et ce taux de pauvreté qui interpelle 64%, c'est un échec en termes de mixité sociale ? Disons que moi, je conçois le logement social avec une mixité urbaine, pas seulement 100% de logement social, mais aussi du logement abordable, des revenus intermédiaires, et puis après du logement libre. Quand on fait cette mixité urbaine et sociale, ça fait plus de brassage et les problèmes se régulent davantage. Mais là, visiblement, 64% de pauvreté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et, après, il y a d'autres causes. Les autres causes, c'est que le logement social, il est réservé à ceux qui ont le moins de moyens, donc les plus pauvres, les plus modestes. Mais quand vous concentrez au même endroit que des gens qui ont des problèmes sociaux, ça finit par poser d'autres problèmes relationnels. Humaniser ces quartiers, c'est bien sûr nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant ? C'est suffisant, on ne peut pas refaire toute l'histoire, hein. Mais moi je trouve qu'à Nantes, et la métropole nantaise, les choses se passent pas mal, parce que les quartiers d'habitat social, les grands ensembles d'habitat social ne sont pas en périphérie très loin. Et lorsque j'ai été élu maire en 1989, j'ai même pris symboliquement, pour donner un signe politique, la présidence de l'office d'HLM, aujourd'hui devenu Métropole Habitat, pour me montrer que le logement social, les quartiers d'habitat social font partie de la ville à part entière. Et avec un objectif des services publics, on les a installés très très vite, et puis une desserte en transport en commun, que ce soit par le tramway ou les bus à haut niveau de service. Donc ça relie la ville. Après, ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas les problèmes d'insécurité qu'il faut traiter à fond. Ça ne résout pas les problèmes d'immigration qui parfois finissent par faire des ghettos. Ça ne résout pas tous les problèmes de pauvreté, d'accès au chômage. Donc il faut compléter ça par d'autres politiques publiques. Des politiques de prévention, des politiques de présence de sécurité. Des quartiers, Jean-Marc Ayrault, vous le savez bien, gangrénés par le trafic de stupéfiants. Est-ce que pour tuer le mal à la racine, vous êtes favorable à une légalisation du cannabis, à l'instar de ce qui se fait au Canada ou en Allemagne ? Je pense qu'il faut réguler ce marché, effectivement. Il faut à la fois des politiques qui bousculent le système, qui bousculent le marché, qui permettent de le maîtriser, mais il faut aussi des actes de police et de justice, parce qu'il y a des gangs derrière, et ces gangs, il ne faut pas les laisser prendre de pouvoir. Moi, je peux en parler avec le recul. Je n'ai pas connu cette situation quand j'étais maire de Saint-Herblain en 1977 et quand j'ai quitté en 1989. Je l'ai connu à Nantes, mais j'ai vu son explosion, pas seulement à Nantes, dans toutes les villes et même dans les villes moyennes. Donc c'est devenu un fléau. Et donc vous êtes pour ou contre cette légalisation du cannabis ? Je suis pour, mais je ne veux pas semer d'illusions.
ce n'est qu'une petite partie du marché. Il y a toutes les autres drogues. Il faut aussi les contrôler et les combattre. Et combattre les systèmes qui sont derrière, les systèmes économiques, les systèmes d'organisation, les systèmes de corruption. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Merci Jean-Marc Ayrault. Direction Le Mans à présent et le quartier Ronceret-Glonnière au sud de la ville, un quartier indissociable de sa MJC, sa maison des jeunes et de la culture, une structure indépendante et militante qui depuis 50 ans prône l'émancipation et la participation citoyenne, tout un programme. De l'éveil musical pour les tout-petits, c'est l'un des nombreux ateliers proposés par la MJC Ronceret, située en plein cœur des quartiers sud du Mans. La zone est classée QPV, quartier prioritaire de la ville. Construit à la fin des années 50, les Ronceret-Glonnière comptent aujourd'hui plus de 6000 habitants pour une majorité de logements sociaux. On a des habitants qui viennent régulièrement nous voir pour des activités, pour rendre des livres, pour venir voir des spectacles. Voilà, c'est un lieu vraiment où ça brasse tout un tas d'habitants. Ici, la MJC est le véritable poumon du quartier. Depuis plus de 50 ans, la Maison des Jeunes et de la Culture y distille ses valeurs issues de l'éducation populaire, comme la participation des habitants au projet de la structure, à l'image de ce café coopératif géré tous les mercredis par des jeunes bénévoles du quartier. Surtout, n'hésite pas à le plier et à le remettre ici, le billet. Redépose le billet. Redépose le billet. Le Café Coop a sa petite caisse indépendante. Ils prennent les sous, ils vont faire les courses à côté. Ils reviennent, ils font leurs crêpes. Et puis, dès qu'ils ont terminé, ils viennent ici les vendre. En faisant ça, ils financent leur caisse, ils financent leurs courses. Et à la fin de l'année, en fait, ce qui reste dans la caisse, ça va servir à faire des sorties qu'ils aimeraient, financer des projets. Un petit peu de sucre, moi. Pas deux. Et un café. On programme toutes les activités qu'on va faire, qui sera proposées pendant les vacances, quoi. Et on voit avec ce qu'on a comme économie et on voit ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vous paraît bien, 2 sur la catégorie bleue? Un jeune, il peut s'inscrire que sur 2 activités bleues pour tout son été. En pleine préparation des animations estivales, les animateurs de plusieurs structures de la ville se réunissent régulièrement au sein de la Maison des Jeunes. Preuve de la reconnaissance du travail quotidien accompli, la MJC Ronceret coordonne désormais à l'année toutes les activités jeunesse des quartiers sud du Mans. On a énormément de monde qui fréquente la MJC, notamment sur les temps extrascolaires, sur les mercredis, avec tous les ateliers qu'on peut proposer. Et pour la jeunesse, c'est aussi un lieu de rencontre parce que voilà, c'est assez libre. On peut venir repartir comme on veut, rencontrer des animateurs presque tous les jours de la semaine, à n'importe quel moment, et participer à plein de projets, mettre en place ses idées, ses envies. Donc ouais, c'est un vrai poumon sur le quartier. Quartier majoritairement ouvrier dans les années 70, les Ronceret-Glonnière comptent aujourd'hui aussi un bon nombre de retraités. Donc là, non, faut que je continue. Tu continues, parce que tous les 2 rangs après, c'est après que tu laisses. Ah oui, d'accord. Liliane vient ici 2 fois par semaine depuis plus de 10 ans. Avec un groupe d'amis, elle tricote des vêtements pour bébés à destination de familles dans le besoin. Moi, je trouve génial parce qu'on a du contact humain, on accède tout le monde. Tout le monde peut venir tricoter ou même que discuter. Voilà, moi, on apprécie ça. Interculturelle, intergénérationnelle, la structure fait figure de point cardinal dans les quartiers sud. La MJC Ronceret est aussi la seule MJC des Pays de la Loire à être située en quartier prioritaire de la ville. Souvent, on dit que les habitants dans les QPV se sentent un peu, non pas exclus, mais peut-être mal représentés, mal écoutés, mal entendus. Et ces lieux comme les nôtres, comme les MJC au niveau national aussi, on se propose d'être ce lieu-là d'écoute, de pouvoir participer activement et de sentir que son avis compte. Et que ce soit ses origines qui viennent d'ailleurs, que ce soit sa culture, ses savoirs, ses envies, ses ambitions, puisse être un lieu où on les écoute et on les met en pratique. Dans un quartier où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, où la moitié des foyers sont constitués par des familles monoparentales, la MJC cultive la solidarité et sème chaque jour des graines pour mieux vivre ensemble.
Bonjour Amine Ayoub. Bonjour. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes nantais et l'une des stars françaises de MMA. On vous retrouve depuis Dubaï, où vous préparez justement votre prochain combat. Le MMA est un sport très populaire, notamment dans les quartiers. Comment l'expliquez-vous ? Alors en effet, c'est un sport qui est super populaire chez nous. Alors on va prendre point par point, on va dire les plus importants. C'est surtout que c'est un sport avec beaucoup de valeurs. Et il faut savoir que nous, dans nos quartiers, on a la chance d'avoir des grands frères, des personnes qui ont réussi. Donc forcément, on essaie de s'inspirer un peu d'eux et ils nous inculquent énormément de valeurs. Le partage, le respect, la confiance en soi, tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans ce sport et dans nos quartiers. Est-ce que plus qu'ailleurs, vous pensez qu'il y a cette volonté de se battre, d'y arriver ? Le sport de combat, c'est vraiment un échappatoire en fait. On n'a pas, malheureusement dans les quartiers, on n'a pas les mêmes chances que tout le monde, plus ou moins. Donc voilà, quand on rencontre des sports comme ça et des figures qui nous font justement grandir, et ça nous permet d'avoir un petit échappatoire à la galère de nos quartiers et donc voilà, trouver une vraie famille dans ces clubs. Le sport, ça permet à certains de canaliser la violence de leur environnement ? Forcément, ouais. J'ai connu des jeunes qui avaient 12-13 ans, qui commençaient un peu à partir en vrille un peu dans le quartier. Et lorsqu'ils ont intégré, je parlais de mon quartier, la JSC Bellevue par exemple, un grand club de foot de notre quartier, tout de suite, c'est des personnes qui sont, c'est des petits jeunes qui sont remis dans un cadre, ils deviennent tout de suite meilleurs à l'école, meilleurs chez eux, ils sortent plus le soir. Donc voilà, tout ça, ça nous aide concrètement et ça, c'est un travail et des clubs et des associations et on peut même dire de la mairie aussi. Vous avez grandi et habité toujours à Bellevue, à Nantes. Qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre quartier ? Moi, j'ai eu l'occasion de grandir un peu partout déjà. C'est vrai que j'ai grandi à Bellevue, j'y suis aussi actuellement, mais j'ai déménagé plus d'une quinzaine de fois. Maintenant, à Bellevue, ce que j'aime le plus, c'est l'entraide. Franchement, les rapports, ils sont trop bien. J'ai mes voisins et mes voisines, je sais qu'on est toujours en train de s'aider. Par exemple, ma voisine, qui est un peu âgée, suffit qu'elle rentre avec des sacs de courses, et on la voit de dehors, on va tous descendre, on va porter ces sacs de courses. Suffit que ma femme, elle rentre du travail, elle a des trucs à vider de la voiture. Pareil, ces mêmes voisins vont venir s'aider, etc. T'as un problème avec ta voiture, ton voisin, il va descendre, il voit que t'as un problème, il va venir te gonfler ton pneu, te changer ta roue, etc. Il y a une entraide incroyable et c'est ce que j'aime. Et qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre quartier ? Ce que j'aime pas, c'est les clichés donnés en fait. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent mal forcément dans les quartiers, mais comme je pourrais dire dans le 11e arrondissement de Paris, des petits jeunes, des conneries, ils en font partout et ils continueront à en faire partout, que tu viennes d'un quartier ou d'un milieu plus aisé. Amine Ayoub, vous êtes vous-même père de famille. On dit souvent que si certains jeunes basculent dans la délinquance, c'est en partie la faute de leurs parents qui ne s'en occupent pas ou qui s'en occupent mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je suis pas forcément d'accord sur ce point-là. Alors certes, il y a une partie de responsabilité des parents, forcément, c'est obligatoire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'éducation qu'on peut avoir à l'école. Il y a aussi tout ce qui est extérieur. Moi, je prends l'exemple des mamans qui sont seules, qui élèvent leurs enfants seuls, pour un père qui est décédé ou un père qui a divorcé, qui est parti, qui aurait abandonné ses enfants. Cette mère, je me mets à sa place et je me dis waouh, la pauvre. Donc, ses enfants commencent l'école à 8h, elle doit les déposer à l'école, elle doit aller travailler pour ramener de l'argent, payer son loyer, et elle doit reprendre ses enfants. Et je me mets à la place un peu de ces gens-là et je me dis waouh, ça doit être super compliqué. Donc, certes, les parents ont une grosse part de responsabilité, mais il n'y a pas que ça. Merci Amine Ayoub et on vous souhaite un bon combat à Dubaï. Merci à toi, carrément. Elle s'appelle Assia Sofia ou Mariama, 16 ans de moyenne d'âge, toute originaire du quartier Saint-Nicolas de Laval en Mayenne. L'objectif de ces lycéennes, organiser elle-même une fête des voisins pour financer un voyage au Maroc. Elles font partie de la Junior Association, une structure nationale qui permet à des jeunes de 11 à 18 ans de monter des opérations locales. Et ces lycéennes ont choisi tout simplement d'organiser une fête des voisins. Il y avait un but de réunir les habitants, de créer du lien,
d'avoir un moment de convivialité et en même temps de nous aussi nous rapprocher, quoi. Toutes sont scolarisées, il leur a donc fallu bien gérer leur emploi du temps entre études et préparation de l'événement. On a pris presque 1 an, on devait chercher les partenaires, on devait faire les courses, on devait s'organiser entre nous pour savoir qui fait quoi. On devait faire la communication et afficher dans les immeubles pour que les gens viennent. Aussi, on devait faire des devis pour le pain et à la boucherie aussi parce que pour commander les merguez et faire plein de choses pour que cette fête soit réussie. En vrai, c'est facile de réunir tout le monde parce qu'on a tous des moments comme ça, on est tous assis, on joue, on mange et tout. Donc moi, je dis que c'est facile. C'est le moment d'oublier tout, de se mettre ensemble, tout ça. C'est ça aussi le but. Le projet était ouvert à toutes et à tous. Les filles viennent de plusieurs quartiers, mais aucun garçon dans le groupe. Parce qu'on a préféré rester entre filles et voilà, pas de garçons, c'est mieux sans garçons. C'est la vie, c'est comme ça. Faire la fête, c'est sympa, mais il y a un autre objectif, partir faire un petit tour à l'étranger, voir du football. Chaque participant paye donc ce qu'il consomme au prix qu'il désire, ça s'appelle au chapeau. Et visiblement, personne n'a joué les radins. On a bien gagné. On a comme projet d'aller au Maroc pour la CAN. La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une compétition qui concerne les pays d'Afrique. Les gens, ils ont kiffé et voilà. Pendant la fête, des jeux, de la chanson, mais aussi un habitué des concours d'éloquence venu parler de sa banlieue. Il y a des médecins parmi nous, des infirmiers, des journalistes, des écrivains, mais aussi des footballeurs et des rappeurs, mais pas que. Voilà. C'est-à-dire que la banlieue, c'est beaucoup plus que ça. C'est divers, c'est une force, et il faut en être fier. Oui, tout est possible, même le meilleur. Et les préjugés sont parfois fatigants. Moi, ça fait 4 ans que j'habite là. Et j'ai jamais eu de problème, comme quoi on est venu chez moi ou des problèmes dans le quartier en général. Donc je trouve que les gens qui critiquent, c'est pas très juste, quoi, ouais, objectif, parce que forcément ils vivent pas ici. Eux, ils croient que ce que les gens disent. Quelques jours après, place au bilan avec l'animateur qui a encadré le projet. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer, mais ça, c'est une petite problématique. Ce sont des jeunes, comme dans tous les quartiers, avec des désirs, des envies, des réalités. Et on apprend beaucoup en travaillant à leur côté, plus qu'on ne donne. Alors le quartier Saint-Nicolas de Laval promet d'autres belles animations en attendant la fête des voisins 2026. C'est la fin de cette émission sur les quartiers. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. On se retrouve après l'été pour une nouvelle enquête de région.